à titre préliminaire. Alors je rappelle que Paolo Lucchi est donc d'origine grecque, de nationalité grecque ou seulement d'origine? Nationalité franco-grecque. Ah, nationalité franco-grecque. J'ai deux nationalités. Mais aimerait intervenir dans la politique grecque et si possible même établir un projet de constitution qu'il est déjà en train de rédiger à titre d'ébauche. Alors, les grandes lignes brièvement, on est sur quelque chose d'inspiration royaliste déjà, ça dénote clairement, d'inspiration également mauratienne, une décentralisation des pouvoirs. Il me semble avoir vu aussi de la déconcentration, une sorte de régime d'assemblée, une sorte de régionalisme aussi. Alors on va voir ça dans le détail. C'est une sorte d'hybridation entre la Suisse et l'idéal mauratien qu'il voudra appliquer en Grèce. Alors il va donc nous présenter ce projet de constitution et pourquoi pas également après nous débattrons de la situation de la Grèce à l'heure actuelle, il répondra à vos questions. Voilà. Donc Paolo, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lucas, tu as assez bien résumé. En effet, c'est une sorte de confédération ou de fédération que je voudrais instaurer. Je me tâte encore sur lequel des deux systèmes opter, surtout que la confédération donnerait une plus grande liberté de démocratie directe, alors que la fédération créerait plus d'institutions, ce que je voudrais éviter parce que je veux créer une sorte de gouvernement qui est directement lié, un gouvernement royal qui est directement lié avec le peuple sans passer par les intermédiaires parlementaires qui sont juste là pour faire de la politique un métier. Ce que voulaient d'ailleurs éviter les Grecs anciens en faisant un système de tirage au sort. Donc oui, ce serait plus dans ma tête une confédération, royaume confédéré de Grèce, composé de 13 périphéries. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est à peu près les régions administratives de la Grèce d'aujourd'hui. 13, pourquoi? Parce que je voudrais que, j'y reviendrai plus tard, par rapport à des votes, des référendums nationaux, je voudrais qu'il n'y ait pas une égalité, mais qu'il puisse avoir un penchant, comme aux États-Unis, il y a les swing states, je voudrais qu'il y ait un État comme cela, ce serait l'État d'Athènes, puisque Athènes, ville avec 5 millions d'habitants, connaît une pluralité d'opinions politiques, donc elle pourrait changer d'avis assez fréquemment. Une bonne séparation des pouvoirs, évidemment, avec un pouvoir exécutif donné au roi et un pouvoir de l'armée, un pouvoir législatif qui est partagé, donc c'est là où je voulais en venir. Des lois, ce qui est pour les lois les plus, on va dire, d'ordre général, je voudrais laisser ça aux périphéries. Donc, si c'est pour l'aménagement, tout ce qui est aménagement du département, de la périphérie, les écoles, les professeurs, que les périphéries soient indépendantes économiquement, qu'elles ne dépendent pas de l'État central et que les périphéries les plus riches puissent aider, par exemple, les périphéries les plus pauvres. Et sur les lignes principales de gouvernement et de loi, il y aurait donc oui le roi qui ne serait pas réduit juste à un roi symbolique, un roi qui ne peut que dissoudre à peu près qui ne peut que dissoudre l'Assemblée comme c'était dans les monarchies constitutionnelles, monarchie complètement inutile. Mais un roi qui prend des décisions pour des lois importantes, tout ce qui est pour ajouter, enlever ou changer un article de la Constitution. Évidemment, ça passerait par référendum national, mais c'est le roi qui aurait ce pouvoir-là. Et avoir bien évidemment une justice indépendante. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de vos avis. Et je voulais en parler avec Lucas de Chanzus qui a fini sa licence de droit pour savoir comment avoir un système de justice indépendante. En gros, ce système, c'est le même principe que la Grèce antique.
c'est des cités-États qui fonctionnent ensemble. Évidemment, on supprime le côté on se fait la guerre entre nous vu qu'on est unis sous un même drapeau, sous un même roi, sous une même nation. On réprimande toute personne qui essaye évidemment de sortir ou d'inciter à une scission. Et c'est aussi basé sur un principe, sur un même à peu près la même constitution que la Suisse pour ce qui est la proposition des lois et pour des nouvelles lois par référendum comme en Suisse. Avec, comme j'ai dit, le moins d'intermédiaires possible, le moins parlementaires possible. Les parlements, pour discuter et voter la loi, seraient aléatoires, choisis aléatoirement parmi la population, ce qui présente un risque évidemment, mais qui est aussi plus juste, je dirais. Mais en gros, voilà, c'est les lignes générales d'un gouvernement auquel j'aspire. Si vous avez des questions plus spécifiques, je voudrais bien y répondre. Et si vous voulez ajouter quelque chose, si vous voyez des choses qui sont plus logiques, je vous écoute. Bon, alors, il y a personne. Alors, est-ce que tu pourrais juste mettre un casque ou des écouteurs, parce qu'en fait j'entends mon retour. Ok, je fais ça maintenant. C'est la première fois que j'utilise Discord sur ordinateur. Alors Oui, pas de souci. Mais on entend bien que le micro a été posé près des enceintes, c'est juste pour ça. Donc, d'accord. Ça donne un certain retour. D'accord, je vais mettre un casque maintenant. Écoute. Alors, on a entendu les très grandes lignes, on te remercie. Alors, une question de détail, néanmoins très importante. Quels seront les noms donnés à ces parlementaires? Quelle est la durée du mandat? Qui a été sélectionné par un tirage au sort? Quelles sont les modalités pour être élu? Est-ce qu'il faut être volontaire? Est-ce que c'est tiré au sort comme ça? Est-ce qu'il faudra un casier judiciaire vierge? Quelles vont être les conditions pour justement être choisi comme parlementaire, et comment on va tirer au sort? Alors évidemment, c'est une question très importante. Comme j'ai dit, je vais éviter les parlementaires. Ce que je veux moi plus, c'est une participation citoyenne. Je veux éviter le mot parlementaire qui m'horripile dû à son passé récent. Évidemment, pour être élu, il faut pour être choisi aléatoirement via un algorithme. À l'époque antique, ils avaient bien un système, on va dire, d'ordinateur de tirage au sort assez en avant d'ailleurs pour leur époque. Un casier judiciaire vierge, une volonté de participer. Mais aussi, je ne sais pas s'il faut vraiment avoir si je veux mettre en place un dossier qui dit que moi je suis volontaire pour participer, puisque il faut aussi des gens qui ne s'intéressent pas à la politique ou à la vie du pays, puisque c'est grâce à travers ses yeux des gens qui disent, par exemple, non, je m'intéresse pas parce que je pense que c'est tous des pourris, ou je m'intéresse pas parce que je n'y comprends rien. Je pense que c'est un meilleur moyen d'améliorer, comment dire, les institutions. Et donc, il faudrait que ce soit complètement aléatoire et qu'il n'y ait pas des personnes qui se portent volontaires pour aller au Parlement, mais vraiment tout le monde. Évidemment, avoir la majorité politique qui serait différente de la majorité civile, la majorité civile qui a 18 ans, la majorité politique qui devrait fixer à 25 ans. Attends, une seconde. Il faut trouver un âge où la personne puisse avoir fini ses études et son service militaire, évidemment, puisqu'il sera possible de parlementer ou de proposer des lois ou
d'être vu comme une personne politique que lorsqu'on a fait ses faits d'armes, que lorsque l'on a fait son service militaire. Alors, ça peut être une lacune parce que du coup, tu dis qu'il faut des personnes qui doivent pas forcément s'intéresser à la politique. Mais le problème, c'est qu'ils vont devoir voter, enfin, ils vont avoir un rôle politique à jouer. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur offrir une formation politique derrière? Ou en tout cas, dire par exemple, on pioche parmi des personnes qui ont des compétences en sciences politiques, ou alors qui sortent de telle école, ou alors qui ont des capacités dans le domaine dans lequel ils vont devoir voter des lois. Parce qu'en clair, là, de nos jours, on critique la technocratie qui est confisquée par Polytechnique, qui est confisquée par Sciences Po, mais d'un autre côté, ça a du bon parce qu'on a des experts politiques quand même. On a des personnes qui sont compétents, en principe, je dis bien, en principe, pour pouvoir voter sur des lois qui sont d'un domaine précis. Là, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour que le citoyen lambda puisse avoir la bonne décision et une sorte de décision éclairée alors qu'il n'a pas eu de formation dans ce domaine? Alors, oui. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas les juristes qui font la loi. Tu le vois très bien au Parlement. Ce sont des gens qui ont fait des écoles de commerce ou Sciences Po ou l'ENA, mais ce ne sont pas des juristes qui font la loi. Ce ne sont pas des spécialistes de la loi qui font la loi, malheureusement. Ce qui m'importe, moi, c'est déjà d'éviter qu'on fasse des études pour devenir politicien. Parce que la politique n'est pas un métier. C'est une tâche. On va dire que c'est une corvée. Ça doit être une corvée. Ça doit être quelque chose. Pas une corvée, ça doit être un devoir. Un devoir, voilà. C'est plus un devoir. C'est se dire. C'est que déjà que chaque citoyen puisse se dire que pendant un jour, il a gouverné sa périphérie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des périphéries et pas je veux pas garder un gouvernement central parce que il n'y a pas besoin d'éducation, il y a juste besoin de vivre. Si tu vis dans une communauté et que tu ne t'intéresses pas, tu es forcé à la subir. Or, si tu l'as subi, tu ne peux plus, parce que le grand problème des Grecs, malheureusement, c'est de dire ah oui, ces politiciens ils sont corrompus, ah ces politiciens ils font ça, ah ces politiciens ils font ça, alors qu'ils votent pour eux. Et ça ils le font depuis très très longtemps. Et en fait, en donnant aléatoirement cette responsabilité, qui est quand même une responsabilité très lourde. Et il faudra juste arriver à faire comprendre à ces personnes que c'est une chance et une responsabilité très lourde, que de recevoir le privilège de pouvoir parler sur la loi, faire la loi. S'il y a un projet de loi, par exemple, disons, il y a un projet de loi qui est proposé par un certain nombre de citoyens d'une périphérie. Et donc, pour parlementer sur cette loi, pour en trouver les pour et les contre, on tire au sort ces personnes. Certaines personnes. Si une personne qui est tirée au sort ne s'intéresse pas à tout ça, pour moi, c'est impossible. Puisque qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans sa rue? On peut très bien, je veux dire, on est très intéressé par si on va construire un train devant chez soi, ou si demain on décide que à la place de notre maison il y aura des champs, ou si demain on décide d'avoir des bus qui pourront améliorer des bus ou non, qui pourraient améliorer votre train de vie. Ce n'est pas en réduisant en créant les périphéries, on ramène et en faisant ce système de tirage au sort, on ramène le citoyen devant ses responsabilités et devant ce qu'il vit tous les jours. Et c'est de cette manière, pour moi, je pense qu'il n'y aurait pas de personnes inintéressées par la politique. Mais aussi, ça passe aussi, bien évidemment, par l'éducation, puisque en Suisse, il y a un très bon système éducatif qui fait que l'éducation qui fait que les gens s'intéressent. Chacun à leur manière, parce qu'on peut voir des gens qui s'intéressent pas forcément aux lois économiques, mais qui vont s'intéresser aux lois sur l'agriculture, des gens qui vont pas s'intéresser sur les lois sur l'armement,
et qui vont s'intéresser aux lois sur l'écologie. Je pense que chacun a un domaine qui va l'intéresser. Alors, c'était une réponse assez complète qui, pour le coup, je pense, s'inspire de la doctrine d'Étienne Chouard. Je pense que c'est ça, non? Tu t'es pas inspiré d'Étienne Chouard? Un peu, c'est surtout aussi de l'observation, de la sociologie aussi, je dirais. Plus. Alors après, développe Étienne Chouard. Étienne Chouard, lui, justement, est pour un système de démocratie directe, mais lui, c'est en France. Alors, il sort à peu près les mêmes arguments, c'est-à-dire en clair, si les citoyens à l'heure actuelle ne s'intéressent pas à la politique, c'est parce qu'on ne leur donne pas le champ libre. Et il dit que pour lui, justement, il faut responsabiliser les personnes, et puis, en clair, leur laisser le pouvoir, et puis automatiquement, elles s'intéresseront aux affaires de la politique. Alors, c'est un argument noble, mais bon, pour le coup, alors je n'y souscris absolument pas, moi, à titre personnel, mais je trouve quand même l'argumentaire intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que le problème du tirage au sort, c'est qu'en clair, imaginez la personne que vous imaginez la plus incompétente, la plus stupide de votre entourage, dites-vous bien qu'elle a autant de chances d'être élue que vous, à partir du moment où elle se présente. Donc voilà, ça n'est pas facteur de réussite. Et puis, on peut très bien avoir des personnes qui, comme elles sont élues durant un temps temporaire, vont juste dire, maintenant que je suis élu, je touche ma paie pendant 5 ans, et puis je fais strictement rien, je m'intéresse à rien, je vote rien, ou alors sinon je m'abstiens. Ce n'est pas pour 5 ans, ouais. Alors j'ai oublié. Ce sera élu un projet présenté, et c'est pour donner des arguments, pour donner des avis. Leur tâche à ces personnes qui seront élues, évidemment, c'est aléatoire. Comme ça, personne ne peut se dire ouais, voilà, il a été. On ne peut pas faire de la corruption, puisqu'on on peut pas corrompre. On peut pas corrompre. En fait, je pensais plus à un terme encore de la Grèce antique, qui est le premier système parlementaire à Athènes s'est créé par rapport aux régions d'Athènes. Il y avait les différents quartiers d'Athènes, on va dire. Et du coup, le Parlement était constitué des différents parlements d'Athènes. Des différentes de personnes des différents parlements d'Athènes, des différentes régions d'Athènes. Donc, il faudrait créer dans ces parlements, par exemple parce que on a une périphérie, par exemple, disons la périphérie du Péloponnèse. Non, pas du Péloponnèse. On va prendre celle que je connais mieux, de la Crète. Voilà, la Crète sera divisée aussi en 3 régions dans ces périphéries. Donc, il y aura des représentants pour chaque région, et ce sera après un parlement pour chaque région. Or, si c'est par région, les personnes seront plus intéressées, et les personnes devront, pour la question pour la loi qui veut être passée, ces personnes devront aller faire un travail de recherche sur le terrain pour parler, discuter, comme c'est des gens issus de la société civile, elles connaissent mieux la dite société civile. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir des citoyens qui sont élus, qui sont tirés, non, on va arrêter de dire élus, qui sont tirés au sort, qui eux doivent faire un travail de recherche pour discuter avec les citoyens de leur région pour voir s'ils veulent ce projet de loi, ou pourquoi oui, pourquoi non, prendre position en tant que région, et après après aller au Parlement de périphérie, débattre, faire passer la loi oui ou non, et après retourner, après ne plus être élu. C'est tiré au sort pour un seul projet de loi. Donc, à chaque projet de loi, il faudra tirer une personne à chaque fois. Chaque projet de loi, à chaque fois, on va renouveler le stock comme ça. Oui. Alors après,
Le problème, je peux le redire, c'est qu'on peut très bien piocher une personne, par exemple, qui est boulangère, et puis on va lui poser des questions sur la défense. Bon, la défense, à la limite, je pense que c'est un mauvais exemple, parce que j'imagine que dans Non, la votre exemple, défense, c'est ça sera national. fédéral. Oui. Voilà, ça sera au niveau Oui, fédéral. C'est un domaine oui, régalien. ce sera le roi qui s'occupe. Très mauvais Oui. exemple. Très Mais mauvais de la exemple. finance, par exemple, la Oui, finance de la région. Évidemment, je pense qu'il faut être réaliste. Pour tout ce qui est des sujets pointilleux, il y aura quand même, pour une question, il faudrait enregistrer, voilà. Alors, il y aura plusieurs types de votes. Il y a le vote financier qui est d'ordre, ce qui sera projet de loi d'ordre financier, évidemment qu'on va demander l'avis, on va tirer au sort que dans des financiers, quitte à avoir aussi une minorité de personnes tirées aléatoirement, par exemple comme une boulangère, parce que on lui explique quelles répercussions ces nouvelles lois financières auront sur elle et les gens comme elle, et comme ça elle pourra représenter aussi cette partie-là. C'est bien aussi d'avoir une boulangère dans ce genre de moment, mais évidemment pour ce qui est d'ordre financier, on va avoir une majorité de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Et ça, on peut très bien le trouver, puisque on peut les trouver par rapport au travail qu'ils font. Oui, d'accord. À la limite, si on se repose sur un corps d'experts sélectionnés, pourquoi pas? C'est un petit peu, pour le coup, ça ressemblerait au système français à quelques différences près. C'est-à-dire que dans le système français, on a des parlementaires qui vont se reposer sur en fait, ils vont se réunir entre eux en commission chargée de lois bien spécifiques, et eux, ils vont se reposer sur des experts, tout comme les ministères vont se reposer sur leur cabinet ministériel, qui eux sont les technocrates. Là, la seule différence, c'est qu'en clair, si je comprends bien, les intermédiaires qui, chez nous, en France, font l'objet d'un mandat, là, seront tout simplement issus d'un tirage au sort. Oui, pour une mission, pour une loi. D'accord, c'est déjà plus précis. Tu leur as déjà trouvé un nom pour ces citoyens choisis? Non, c'est des citoyens, on va dire citoyens politiques. D'accord, très bien. Alors, ça, comment dire, est-ce qu'ils auraient un rôle constituant? Est-ce que tu vas les charger de faire une assemblée constituante, par exemple? À l'Assemblée constituante. C'est une bonne question, à laquelle je n'avais pas réfléchi, par exemple. Mais dis-moi, par exemple, les pour et les contre, enfin le pour et le contre de les charger d'une assemblée constituante. Bah déjà, c'est une idée de Mélenchon. Alors déjà, ça commence mal, mais selon son idée, en fait, on devrait choisir des citoyens du peuple pour rédiger eux-mêmes la Constitution pour qu'elle soit véritablement l'émanation du peuple. Alors après, les contres, c'est comment on les choisit. Parce que si vous demandez à la France Insoumise, ils vont vous dire, ah bah dans le projet de 6e République, c'est M. Mélenchon qui va les choisir. Oui, évidemment. Oui, ça, c'est pas très démocratique. Et voilà. Oui. Alors, si tu veux continuer, t'as fini ta question? Oui. Alors oui, évidemment, on va pas avoir un système soviétique. On choisit qui on veut et voilà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est du législatif, c'est partagé évidemment entre le peuple et le gouvernement royal. Le peuple peut faire des lois quant à ses périphéries. Évidemment, est-ce qu'on veut une autoroute à 4 voies ou une autoroute à voilà. Et après, c'est voté. Et je ne sais pas encore s'il faut que ce soit voté en assemblée ou il faut que ce soit voté en référendum par rapport à la périphérie. J'y travaille encore. Je veux évidemment éviter tout système d'assemblée, mais le système de référendum est aussi très coûteux, il faut le savoir, de faire des référendums tout le temps.
que j'ai dit, c'est que pour les lois qui ont pour but d'ajouter, d'enlever, de changer un article à la Constitution, ce sera un référendum national. Et il n'y a pas d'assemblée constituante pour cela. Il y a un système de pour et contre. Les avocats pour pourront faire leur pub pour le pour, les avocats du contre pourront faire leur pub pour le contre. Mais évidemment qu'on ne va pas faire d'assemblée sur ça. C'est une question directe. Donc pas d'assemblée constituante, qui serait trop... Surtout que si c'est une assemblée constituante pour une question comme ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, parce qu'on peut très bien tirer au sort que des gens qui sont pour le pour, par exemple. Et ce serait dramatique, parce qu'on tire que des gens qui sont pour, qui en majorité seront pour le changement, mais la majorité nationale serait complètement contre. Du coup, pour moi, pour les lois constitutionnelles, il faudrait un référendum national. D'accord. C'est déjà d'une certaine manière le cas en France, même si officiellement on passe toujours par la réunion en congrès, sauf bien sûr pour le passage du septennat au quinquennat, parce qu'on savait que les Français étaient sûrs et certains d'accepter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mis fin à la cohabitation, parce que du coup, on a les assemblées législatives après les présidentielles. Ouais. Les gens votent pour le même bord. Donc il n'y a plus de cohabitation. Oui, d'accord, je comprends mieux. Alors on a parlé des compétences des chambres législatives et de ces citoyens élus. Du coup, quelles vont être les compétences du gouvernement, c'est-à-dire les ministères? Alors, comme j'ai dit, donc 13 périphéries. Chacune fait à peu près ce qu'elle veut dans sa périphérie, à peu près. Elle doit évidemment suivre les directives du gouvernement, mais gouvernement qui n'a pas besoin de légiférer pour tout et n'importe quoi, puisque c'est décentralisé. Les ministères, du coup, vont choisir. Les ministères seront surtout là pour la politique, je dirais, extérieure, pour les traités, pour respecter les normes imposées, par exemple, par les normes. Si jamais la Grèce s'engage dans la COP21, disons, elle sera là pour faire respecter les directives de la COP21. Si elle est toujours dans l'Union européenne, c'est ce qu'on tous... désolé. Si elle est toujours, oui, dans l'Union européenne, ce que je ne souhaite pas vraiment, il y aura un ministère de l'Union européenne. Je ne sais pas si je réponds un peu à tes questions. Oui, on a bien compris que du coup les ministères allaient rester cantonnés à des compétences strictement exécutives, mais est-ce qu'ils vont avoir des compétences législatives, par exemple sur l'initiative des lois, par exemple en France avec les projets de loi? Ah oui, oui, puisque je pense que ces ministères qui devront se renommer conseils, pourront conseiller le roi par rapport à certaines lois qui oui ou non. Ces lois devront être publiques. Qu'est-ce que je veux? Je veux que ces projets de loi soient publics. Que si par exemple il y a un projet de loi sur l'écologie, que le roi dit non, parce qu'il pense que c'est une mauvaise idée, mais que le peuple veut vraiment passer à l'écologie 100%, et veut cette loi. Ces projets de loi seront publics. Comme ça, si le peuple veut vraiment cette loi, il y a référendum et on peut décider si on fait passer la loi, oui ou non. Ce qui, oui, certes, réduit un peu le rôle du monarque, mais qui est aussi plus démocratique. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux compétences du roi, justement. Alors on a bien compris déjà de ce qui se dégage qu'il va s'ériger en véritable arbitre constitutionnel. Alors
comparé à la vision maurassienne, ou en tout cas la vision actuelle des rois dans les monarchies, d'ailleurs qui n'ont de monarques que le nom, européennes, bon, on devine qu'il va d'abord avoir plus de pouvoir qu'un empereur du Japon, qu'un roi d'Angleterre ou qu'un roi d'Espagne. Ah, j'ai un Oui. message de Constantin qui me dit qu'il sera présent avec nous tout à l'heure. D'accord, super. Donc là, concrètement, quelles vont être ses compétences? Et également, on a abordé la question des référendums. Qu'est-ce qu'il devra absolument faire ratifier par référendum? Alors, absolument, ce qu'il doit faire absolument ratifier par référendum est déjà tout ce qui touche à la Constitution. Par exemple, dans notre Constitution de la Grèce, il est prévu que les homosexuels ne peuvent pas se marier. Si il veut faire changer ça, c'est un changement à la Constitution et il doit absolument le faire passer. En Grèce, l'Église et l'État sont liés. C'est par l'État laïque. S'il veut que l'Église et l'État se séparent, ce qui n'arrivera jamais évidemment, il doit faire passer ça par référendum. Tout ce qui touche à la Constitution doit être passé par référendum. Les grands changements, dirait-on, dans la société doivent être passés par référendum. Alors, du coup, les révisions constitutionnelles, les grands changements de société, est-ce qu'il va y avoir également les projets de grands traités internationaux, comme par exemple le traité de Rome, etc., comme il y avait eu en France? Oui, puisque le traité de Rome et tout ce qui est traité économique qui touche directement la population, évidemment. Mais les traités, par exemple, s'il veut instaurer une ligue des Balkans pour faciliter les échanges entre les pays des Balkans, non, ça c'est du domaine de l'économie. Il ne faut pas non plus faire trop de référendums. Mais des grandes questions. Et c'est là où il faut bien entraîner un monarque, c'est là où il faut bien un bon manuel, dirait-on, un bon livre, pour bien savoir ce qui est une grande question de société. Les grandes questions, évidemment, mais les questions plus, on va dire, d'ordre journalier, par exemple, signer des traités ou des alliances, non. Alors, je vais peut-être jeter une petite pique, mais elle est nécessaire. Oui. Des référendums peut-être, mais n'oublions pas que c'est quand même un référendum qui avait bouté le roi hors de Grèce. Alors, est-ce que justement, il va y avoir le pouvoir du peuple de renverser son roi, ce qui a déjà été fait? Ce n'est pas le référendum qui a bouté le roi hors de Grèce, c'est la de faire un coup d'État pendant la junte qui l'a poussé à l'église. Et or, c'est aussi un référendum qui a refait venir Georges II en Grèce. Quand tu parles du référendum qui a sorti le roi de Grèce, tu parles peut-être pas de Constantin II. Celui des années 70. Non, il est en exil dû à son. Attends, parce que Constantin II, je peux te dire, c'est celui que je connais le moins, parce que c'est le plus con aussi. Non, mais c'est. En tout cas, il me semble qu'il a dû partir en exil, si je me souviens bien, parce qu'il a tenté de faire un coup d'État qui a pas marché pendant la junte des colonels. Donc après un référendum pendant une dictature, est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Est-ce que c'est manipulé? Je suis pas sûr. Alors, un référendum concernant la forme constitutionnelle du régime grec a eu lieu le 8 décembre 1974 et seuls 31,2% des électeurs se prononcent en faveur de la restauration. D'accord. En 74, tu dis? Le 8 décembre 1974, oui. Sous la junte des colonels? Restauration. Non, ça ne doit pas être sous la junte des colonels, mais c'était pour une restauration. D'accord. Ça ne m'étonne pas puisque c'est à peu près, oui, c'est la même année où le
roi a essayé de faire un coup d'État pour obtenir plus de pouvoir. Donc, évidemment que le roi ne peut pas être destitué par référendum, à part si c'est un référendum à 10% qui veut qu'il parte. Il peut cependant y avoir un mandat, un référendum d'approbation. Ce qui veut dire on va dire que c'est comme une sorte de système de notation. Si le monarque a plus de 50%, un 50%, on va dire c'est un vote de faveur. S'il y a 50% qui est pour lui et qui vote en sa faveur, ça veut dire qu'il a l'aval et l'approbation du peuple pour continuer à faire des lois, sans devoir appeler à faire référendum tout le temps. S'il a moins de 50%, il devra à chaque loi moyennement importante faire des référendums, un référendum. Évidemment que moi je veux que le référendum ce soit plus aller à l'urne et voter et à chaque fois se déplacer. Ce serait bien qu'il puisse y avoir un système informatique pour que chaque citoyen puisse voter depuis son ordinateur pour éviter les frais en trop. Alors ça c'est intéressant, mais après bon, évidemment il faudra faire des contrôles derrière pour vérifier qu'il n'y a pas de trucage dans les lois. Oui. Également des usurpations. Oui. Virtuellement on pourrait voler une carte d'identité et voter évidemment. Alors pour en revenir au pouvoir du roi, est-ce que le Premier ministre va être l'assistant du roi et le roi sera chef du gouvernement et chef Il n'y aura pas de Premier ministre. Il n'y aura pas de Premier ministre. Pour moi, le roi est Premier ministre et aussi... Toi, tu as une vision assez franco-française, on va dire, du gouvernement. Moi, j'ai une vision plus, on va dire, grecque, où le roi, le Premier ministre, en Grèce, c'est un régime parlementaire, républicain parlementaire. Il n'y a pas de président. Il y a un président, mais il a un titre juste honorifique, on va dire. Il est juste là pour faire beau. Celui qui dirige vraiment le pays, c'est le Premier ministre. Dans cette constitution, il n'y a pas de Premier ministre. Le roi est Premier ministre et les ministres répondent, sont ses conseillers d'une certaine manière et rendent compte directement à lui. Alors, oui, donc du coup, ça en fait un chef de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement à la fois. Il va avoir donc la triple casquette. Et ce qu'il peut y avoir quand même, et c'était même le cas en France en monarchie absolue, un chef de cabinet ou on va dire un conseiller principal qui va être là pour coordonner l'ensemble des ministres. Oui, ça j'ai pensé. Chaque roi devra choisir un conseiller. Alors, est-ce que ça devrait être d'une liste élue par le peuple? Est-ce que ça devra être une personne issue du cercle académique? J'y réfléchis encore. D'accord. Alors, mais il y a définitivement un conseiller général. D'accord. Alors bon, je pense que nous avons vu tous les organes constitutionnels et que nous avons fait assez de droit constitutionnel, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait des questions sur les organes. Bon, apparemment non. Alors, je propose maintenant d'aller plus loin sur la politique hypothétique future qui serait menée au niveau, alors pourquoi pas économique, les grandes lignes, surtout au niveau international, parce que bon, si la Grèce devient une monarchie royale, bon, il va y avoir quand même pas mal de choses à faire au niveau international, surtout avec la Grèce. N'oublions pas qu'il y a toujours des conflits, la Grèce avec la Turquie, autant pour moi. N'oublions pas qu'il y a toujours de très très gros soucis actuellement entre les Grecs et les Turcs, et également pourquoi pas les évolutions sociales. Alors je te laisse présenter tout ça. Alors
évidemment, qui dit changement de régime dit grand problème. Et qui dit monarchie aujourd'hui dit tyrannie. C'est très mal vu. On dirait qu'être royaliste, c'est comme être un nazi et que la monarchie, c'est un gros mot. Évidemment, moi, je suis pour pas un isolationnisme total, mais je suis de l'avis que si la Grèce veut s'en sortir, il faut qu'elle puisse faire une sorte de protectionnisme. Déjà, pourquoi du protectionnisme? On va parler de l'économique et de l'environnement. C'est magnifique. Le protectionnisme éviterait de faire importer des tomates d'Argentine ou des citrons d'Argentine lorsque la Grèce en produit en grande quantité. Donc, sur un système économique et pour un projet économique et projet international, je suis pour un protectionnisme, pas total, pas un isolationnisme, mais un certain protectionnisme. Pour l'affaire turque, évidemment, heureusement que la Grèce est dans l'OTAN, donc ce qui devrait éviter des conflits majeurs. Évidemment qu'un État fort et patriotique comme une monarchie, ça devrait alarmer la Turquie, qui devrait en avoir pas peur, mais qui évidemment va se poser des questions. Est-ce que la Grèce va être belliqueuse? Est-ce que ça va pas être plus facile de détruire une confédération? Mais moi, je vous propose déjà une alliance des Balkans. Donc, comme quand en 1919, en 1913, lors de la première guerre des Balkans, nous avons réussi à battre les Turcs. Donc, Serbie, Grèce. Voilà. Voilà. On va dire jusqu'à la Roumanie, en fait, à cette limite-là, les Balkans, quoi. Pour se battre contre. Ce sera une alliance militaire, une alliance économique, parce que je pense que si les Balkans échangent entre eux, il y a beaucoup à gagner, puisque c'est des pays qui ont à peu près, dirait-on, avec la Grèce qui est au top 1, qui ont à peu près une même économie et à peu près des mêmes revenus. Alors, même avec l'Albanie, parce que l'Albanie est à majorité musulmane, et surtout la Bulgarie, parce que n'oublions pas la deuxième guerre balkanique, où justement tout le monde est retourné contre la Bulgarie, est-ce que la Bulgarie acceptera, et est-ce qu'il faut se tourner vers la Bulgarie? Alors, l'Albanie est un pays à détruire. L'Albanie n'existera plus. Le sud de l'Albanie revient. C'est pas un pays. C'est juste des peuples nomades qui se sont créés un pays grâce à la Turquie et grâce à l'Italie. Ils auront un statut bien spécial. Ce sera un statut de. Ils ne seront pas intégrés dans la Grèce. Ce sera une conquête. Il y aura comme faisait Napoléon. Ça veut dire ce sera un chef grec. Ce sera une. Quel est le terme, Lucas? Moi, c'est un clientélisme national. On va dire ça comme ça. Mais ça ne fera pas partie de la Grèce. Enfin, si, ça fera partie de la Grèce, mais pas du système constitutionnel de périphérie grecque. Du coup, l'Albanie n'existera plus. Et alors, la Bulgarie, c'est une très bonne question, puisque avec la Bulgarie, il y a les relations qui se sont bien améliorées. Il y a eu beaucoup de guerres entre tous les pays des Balkans. Il faut savoir, la Serbie était contre l'Empire byzantin, du coup, pour moi la Grèce, la Bulgarie aussi. Il est normal qu'ils se sont fait la guerre à toute époque. Il faudrait voir si elle est d'accord aujourd'hui de
pour créer une alliance des Balkans. Et si la Grèce est prête à mettre de côté la guerre des Balkans, et si elle est prête à mettre de côté la guerre des Balkans, ce qui est dans, par exemple, ce qui est dans l'avantage, dans l'avantage pour tout le monde, évidemment qu'on s'alliera avec la Bulgarie aussi. D'accord, c'est très clair. Donc une sorte d'union régionale axée sur les Balkans, bon, c'est intéressant. Alors le problème peut-être ça va être unir. Alors tu as dit que tu t'arrêtais au niveau de la Roumanie, ce serait peut-être unir au niveau de la Serbie parce que bon, avec l'éclatement de la Yougoslavie, ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord entre eux et même encore à l'heure actuelle la Serbie, il y a une de ces régions qui s'appelle la Vojvodine qui veut faire sécession. Bon, on n'en finira jamais. Est-ce que la Ligue balkanique va servir à tous les réunir? Alors cette Ligue balkanique, on a compris qu'elle allait avoir des avantages économiques. Et ce qui va, alors militaire, j'ai entendu également. Contre qui du coup? Ça va être contre la Turquie? Et on sait tous que le grand méchant, oui, évidemment, le grand méchant historique dans la région est bien évidemment la Turquie qui avait envahi tous les Balkans. Donc l'ennemi principal, évidemment, ce sera la Turquie. Mais ça peut se retourner aussi. Il faut savoir déjà que beaucoup de ces pays font partie de l'OTAN. Beaucoup d'autres ne font pas partie de l'OTAN. La Serbie ne fait pas partie de l'OTAN. Or, la Serbie est une des puissances importantes des Balkans militaires. Il faudrait obtenir un statut spécial, je dirais un statut de neutre par rapport à l'OTAN. Du fait que cette union des Balkans n'est pas contre l'OTAN, mais cette union des Balkans n'est pas pour l'OTAN. Après, individuellement, chaque État peut rejoindre l'OTAN ou peut rester dans l'OTAN. Dès lors que s'il y a une guerre contre un de ces pays, ils devront déjà s'unir et mettre de côté toute autre alliance. D'accord. Donc une sorte de pacte défensif militaire interne. Moi, en tout cas, à titre personnel, ça me fait rappeler un petit peu le groupe de Visegrad, même si à l'heure actuelle, il n'est pas encore évolué à ce niveau-là. Va-t-il y avoir alors, on a eu le descriptif de la pensée de la politique étrangère qui va donc être menée. Quelles vont être les avancées sociales également qui vont être menées, les grandes réformes sociales? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, une politique de grands travaux? Est-ce qu'il va y avoir le pays qui va s'axer dans certains domaines précis? Est-ce qu'il va y avoir la suppression des aides sociales, une augmentation des aides sociales? Où va être puisé l'argent des impôts? Va-t-il y avoir de nouvelles taxations? Quelles vont être les grandes lignes des avancées sociales et économiques? Alors, les grandes lignes des avancées sociales et économiques. Déjà, il faut faire une grande réforme sur ce qui est de l'éducation. L'éducation en Grèce, il y a beaucoup d'élèves qui vont au collège, lycée, mais c'est des collèges, lycées qui ne fonctionnent que jusqu'à 13h45 et le reste du temps, ils doivent passer le reste de la journée à faire des cours particuliers dans des sortes de centres dans lesquels travaillent les professeurs. Le problème, c'est que si ça existe, c'est parce que les professeurs ne sont pas assez bien payés. Il faut déjà bien payer les professeurs et arrêter oui, c'est un gaspillage d'argent alors qu'il y a un système public. Dans le thème économique, il faut évidemment une politique de grands travaux parce que la Grèce, malheureusement, n'a pas de grandes infrastructures. Les autoroutes prennent 10 ans à être construites. Les hôpitaux sont très vieux. Il faut relancer une politique de grands travaux. L'imposition, il ne faut pas mettre des impôts sur tout.
Je veux dire, là aujourd'hui, on a des impôts sur les tablettes, sur le vin et une très grande imposition dans les îles, ce qui ruine l'économie. Je pense que tout ce qui est imposition sur les voitures, propriété privée première ne devrait pas être imposé, ou alors un faible pourcentage. Il faudrait qu'il y ait une imposition qu'à partir de la seconde maison, de la résidence secondaire, d'une deuxième voiture, puisque ça peut être considéré comme du luxe. Il faut une imposition égale pour tous. Pas qu'il y ait des personnes qui soient moins imposées que d'autres ou des personnes qui soient plus imposées que d'autres. Les armateurs garderont leur statut particulier qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts, mais qui doivent contribuer à tout ce qui est œuvres caritatives et hôpitaux. Il faut industrialiser urgemment le pays. Il faut impérativement industrialiser le pays, qui n'a presque aucune industrie. Mais en grande réforme sociale, toute personne, parce que c'est ce qu'on voit en Grèce, beaucoup de citoyens ont un terrain avec des oliviers, des orangers, des citrons, etc. Vous avez compris. Toute personne qui est au chômage, qui ne travaille pas, qui possède un terrain, devra obligatoirement, et ça je le pense, devra obligatoirement faire travailler sur son terrain et vendre ses produits. Il n'est pas possible que dans un pays, on nous dise qu'on est au chômage, qu'on n'a pas de travail, qu'à côté qu'on a un terrain qu'on puisse cultiver, qui peut être source de revenus, et voir des gens qui continuent à rien faire. Après, toutes ces idées économiques et sociétales, c'est petit à petit, au fur et à mesure, grâce aux conseillers surtout, puisque je ne prétends pas avoir la science infuse et tout connaître. L'économie, c'est une chose malheureusement sur laquelle je ne suis pas le plus fort. D'accord, oui. Alors, nous avons vu les réactions des libéraux en train d'hurler au scandale face à ces réformes un petit peu socialistes, mais bon, moi encore, à titre personnel, je trouve cela encore, comment dire, je trouve ça encore légitime. Et n'oublions pas que nous parlons de la Grèce. À la limite, la France, des mesures libérales en France, ça peut coller. La France, c'est quand même un grand foyer du libéralisme. N'oublions pas que là, nous parlons de la Grèce. On va non plus faire appliquer le même modèle économique. Alors, il y a peut-être un point qui n'a pas été abordé, je suis assez surpris, c'est celui du tourisme, parce que la France, pour le coup, est le premier pays touristique au monde. Et pour avoir voyagé en Grèce, je ne comprends pas le fait que la Grèce ne soit pas devant nous, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à voir en Grèce. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus attractif. Et je ne comprends pas trop qu'il n'y ait pas beaucoup de mesures qui aient été avancées dans ce domaine. Et quand on sait que la TVA dans les îles, il ne faut pas voir bien loin. Évidemment, la France possède quelque chose qui intéresse beaucoup, c'est les œuvres d'art des autres. Et là, je fais un peu, mais je porte un peu accusation. C'est comme le musée britannique qui a encore les œuvres, comment dire, oui, le Smithsonian Museum, mais alors à leur décharge quand même, ils préservent beaucoup mieux ils préservent beaucoup mieux les œuvres que les pays auxquels ils les ont volées. Parce que quand je vois en Égypte comment ils traitent leur patrimoine, et au contraire en Angleterre comment c'est traité, donc
Je comprends que après, je suis d'accord sur le fait que non, attention, je vois en commentaire la France un pays libéral. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la France était un foyer du libéralisme. La France à l'heure actuelle n'est pas un pays libéral, d'accord, mais ça a été quand même un foyer du libéralisme. Avec Turgot, etc., Bastia. Bon, toujours est-il. Je disais, oui, alors je comprends très bien le fait que des œuvres vont devoir être rendues à la Grèce. Alors, je pense notamment au tombeau d'Agamemnon, la Porte des Lions, ce genre d'œuvres qui sont conservées en Angleterre. La France a bien sûr la victoire de Samothrace. Je sais très bien. Les plus belles statues du monde. Mais tu vois, encore une fois, tu me parles de l'Égypte. Quand on lui a dit vous récupérez les fresques du Parthénon, quand vous aurez un musée, qui pourra bien les entretenir, on a construit le nouveau musée qui est magnifique. Le nouveau musée de l'Acropole qui est magnifique, qui est ultra moderne, qui pourrait très bien abriter qui pourrait très bien recevoir toutes ces œuvres d'art. Et qui attendent d'ailleurs. Il y a une place mais la place est vide. Cet argument, malheureusement, ne tient pas. Il y a des moulages. Alors, des charges, ils ont quand même réalisé des moulages. Oui, évidemment, on ne va pas laisser des trous non plus. Mais alors, ce qui t'a pensé intéressant par rapport à l'économie sur le tourisme, évidemment qu'il faut absolument faire des réformes pour faciliter l'arrivée des touristes, pour faciliter pour réduire encore plus les coûts. Parce que ce qui moi me choque énormément, c'est qu'il y a une photo d'ailleurs qui tournait dernièrement sur Facebook en Grèce, où on voyait quand on arrive à l'aéroport, on achète un billet pour le bus qui va nous amener dans le centre-ville. Et on voyait sur l'endroit où on pouvait acheter les billets, une pancarte qui disait No Speak English. Bon, déjà, il faut faire toute une réforme sociale sur tout ce qui est du parler l'anglais, d'apprendre la langue anglaise. Heureusement, de plus en plus, les jeunes parlent 3 langues en Grèce, une langue étrangère, plus l'anglais. Donc il y a déjà ça, mais évidemment qu'il faut améliorer tout le système touristique, tout le système administratif, comme tu demandes pour les grands changements sociétals. Il faut absolument arrêter la dépense publique de tous ces fonctionnaires qui ne servent à rien et changer radicalement le système administratif qui est une perte de temps énorme. Je veux dire que lorsqu'on va faire des papiers pour son service militaire, on perd une journée juste en étant envoyé d'un étage à l'autre. Le lendemain, on nous dit oui, non, mais c'est pas possible, vous n'avez pas ce papier. Le lendemain, on nous dit ça. Le lendemain, on nous dit ça. Il faut absolument changer le système administratif et absolument choisir des personnes qui seront formées, qui feront une école d'administration. Ça, je suis absolument révolté de voir que, par exemple, en Grèce, un investisseur qui veut créer un parc d'éoliennes soit tellement dégoûté par l'administration qu'il va en Turquie, pays dans lequel on l'accueille, on lui dit oui, allez là-bas, il y a les meilleurs vents, on lui propose même où aller. C'est un scandale. De toute façon, les administrations dans tous les pays, on s'en plaint dans tous les pays, mais je pense qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus anarchique et beaucoup plus urgent de faire une réforme. Moi, une de mes réformes phares de société, ça aurait été l'administration. D'accord. Alors nous avons Novus à l'écrit qui nous dit « Je propose une mise sous tutelle de la part de Chypre ». Oui, j'ai vu. Et on flingue l'État grec. La Chypre, c'est la Grèce.
Donc, mise une tutelle de la Chypre sous la Grèce ou de la Grèce sous la Chypre, ça revient au même. Et oui, il est bien évident qu'une annexation de la Chypre aussi est bien prévue, puisqu'on ne peut pas avoir une île qui a le même hymne national qu'un autre pays. Dis-moi, Paul, j'ai une question. Oui. Juste, tu vis sur place, tu vis en Grèce en ce moment ou pas? Alors, non, j'ai vécu en Grèce 8 ans. J'ai déménagé cette année en France. Ah d'accord, mais t'as vécu pendant la crise due à l'austérité, non? Ouais, j'y suis arrivé en Est-ce que tu 2010. peux me rapporter ton témoignage en ce qui concerne les restaurants? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont augmenté leur prix à cause de l'imposition? Alors moi déjà, oui, il y a des restaurants, la TVA a augmenté, certains prix ont en effet augmenté. Ouais. Il y a une différence de 2-3 euros. Bon, c'est pas énorme, mais pour les Grecs, c'est énorme. On a pu observer une certaine augmentation des prix dans les restaurants, bars, etc. Ah donc c'était pas si flagrant que ça, enfin, on constate l'augmentation, mais c'est pas... On passait pas de 10 à 20 euros, évidemment, on passait de 10 à 13 euros, par exemple, de 10 à 14 euros. Mais c'est quand même beaucoup au final. Ouais, je comprends. Oui, c'est surtout, comme je l'avais dit à l'écrit, c'est surtout que en Grèce, la vie n'est pas chère. Même les services, les restaurants, franchement, on mange là-bas pour rien. Comme ils ont énormément de fruits, ils étaient offerts. Alors peut-être pas le cas partout, mais là où j'étais allé, oui, c'était le cas. C'est quand même C'était une ville à titre touristique personnel. où t'étais ou dans la périphérie? J'étais dans le centre. Ah, attends, désolé, la question n'est pas pour moi. Pour les deux, ok. Et toi, Lucas, t'étais où? Moi, j'ai fait un tour en voiture de la Grèce et là où j'ai bien mangé, c'était surtout dans les zones un petit peu désertes comme Delphes, ce genre de zone un petit peu éloignées. Donc oui, ça peut s'expliquer absolument. Hein. Parce que j'imagine qu'à Athènes, les prix ne devaient pas être les mêmes. Je comprends très bien. Alors, comme je vois qu'il y a des questions qui se posent sur la Grèce actuelle, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions sur les organes constitutionnels ou sur, on va dire, les perspectives d'avenir voulues par Paolo. Non. Non, s'il n'y en a pas, nous allons passer à des questions sur la Grèce contemporaine. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions à poser à Paolo, notamment sur la politique de la Grèce actuelle Juste avant, la Grèce, ce pays d'extrême gauche qui veut se sauver, ce n'est pas absolument pas un pays d'extrême gauche. La Grèce est un pays, je ne sais pas ce qu'elle veut déjà. La Grèce est un pays qui, oui, a un passé de gauche, qui a un passé révolutionnaire, la guerre civile par exemple, mais la guerre civile a aussi prouvé que la Grèce ne voulait pas de la gauche, et si les Grecs ont voté pour Tsipras, ce n'est pas pour la gauche, c'est parce qu'ils étaient contre l'austérité, et que pour les Grecs, payer moins, c'est mieux. Mais bon, au final, Syriza n'est pas autant de gauche que le PS. Et non, la mise sous tutelle par le gouvernement luxembourgeois est une mauvaise idée parce que le Luxembourg, on peut l'envahir en moins de 2 heures. Alors voilà. Mais on peut continuer avec ce qu'a proposé Lucas. Alors moi, je voulais parler de l'immigration en Grèce, parce qu'on en parle pas beaucoup chez nous, en France. Non, c'est assez conséquent en Grèce, l'immigration. J'aurais voulu savoir l'impact que ça a justement dans ce pays-là. Alors, l'immigration en Grèce est principalement une immigration pakistanaise et afghane, puisque les Africains passent beaucoup plus par tout ce qui est Italie, Espagne. Il y a, oui, une forte immigration qu'il faut absolument stopper. Pourquoi ? De un, il crée des violences, puisque en Grèce, ils ne trouvent pas de travail. Du coup, ils sont ils deviennent ils sont pauvres et de ce fait doivent voler. Tu as des études là-dessus pour le constater ou pas ? Alors, des études.
c'est pas pour faire mon casse-couille, mais je voudrais bien avoir quelque chose de concret. Ouais, alors j'ai surtout des articles, mais en grec, quoi, pas en français. Hop, ça me dérange pas. Ok, si je les trouve, j'essaierai de les envoyer dans la cour. Après, c'est aussi le vécu, je veux dire. Non, bien sûr, mais je ne pas ton expérience sensible. C'est Oh, juste parce qu'il y a des casse-couilles qui veulent toujours des trucs tangibles, tu vois. Oui, bah alors, il y a juste. Il y a un article, c'est une fille, un Afghan, qui lui avait explosé la tête avec une pierre. Rien que ça, c'est un. Un bon exemple, je dirais. Il y a aussi. Ah, tiens, il y a Constantin qui est arrivé. Ah oui, bah voilà, il parle de Metaxas, il fait bien. Désolé. Il y a ce grand problème de migration qui fait que alourdir la situation qui est déjà assez fragile en Grèce. Il faut évidemment, là je rejoins totalement Monsieur Deléquin sur ce point, il faut créer un système de réimmigration et pas pour les gens qui s'assimilent ou pas, parce que c'est pas les gens qui viennent en Grèce ne veulent pas s'assimiler, les gens qui viennent en Grèce veulent juste partir vers la France, vers l'Allemagne, vers ces pays qui ont des aides sociales. Il faut prendre passage, c'est ça, la Grèce dans les Balkans. Ouais. Voilà, mais sauf que la plupart du temps, c'est un point de passage, mais ils n'arrivent pas à repartir. Malheureusement. Ils n'arrivent pas à repartir ou ils veulent pas repartir? Ils n'arrivent pas. Ça prend plus de temps que ça ne le devrait. Alors moi, je n'ai aucun problème. S'ils veulent, je les mets tous dans un bateau, je les envoie là où ils veulent. De toute façon, c'est Schengen. Là, tu me plais. Donc, oui, moi, je suis carrément pour... de toute façon, on est la première puissance avec le plus de tonnage, le plus de tonnage maritime au monde. On manque pas de bateaux si on veut tous les mettre dans des porte-conteneurs. Bref. Non. Du coup, les politiques maintenant, ils sont quoi? Ils sont immigrationnistes? Ils en veulent plus? Oui, c'est la gauche. Hein. Ils sont immigrationnistes, ils sont humanistes, entre guillemets. Ils sont immigrationnistes, ils veulent donner la FIN, comme on dit, la nationalité à ces immigrés, plus n'importe quoi, puisqu'ils ne veulent même pas de la nationalité grecque, ils veulent juste de la nationalité européenne pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas... Il n'y a toujours pas de remise en cause de politique migratoire chez vous? Ça veut dire plus en plus le discours anti-immigration ne prend pas de plus en plus de place dans l'opinion publique, sur la scène médiatique. Sur la scène médiatique, non. En fait, le problème, c'est que ce discours est récupéré par L'Aube dorée. L'Aube dorée qui a c'est même plus un parti, c'est un cancer. Ça n'a rien à voir. C'est des nazis finis. Quand on dit que le FN sert pour desservir les bonnes idées, et voilà. Le problème, c'est que le FN, voilà, au final, c'est pas si méchant, mais vraiment, l'Aube dorée, c'est vraiment à 2 députés près. À 2 députés près, c'est vraiment des néo-nazis finis. Comment tu te définis politiquement, Polo? J'aime pas me définir politiquement. Moi, je crois pas. Déjà, je déteste les spectres politiques. Je pense que c'est déjà une... Parce que je vois que tu as peur d'une menace nazie imaginaire. Non. Moi, les nazis... Non. Si je dois me définir, je dirais que je suis... Avec des partis d'aujourd'hui ou sur un spectre politique? Comme toi tu le penses, hein, écoute. Monarchie populaire, c'est le plus simple. C'est vraiment écouter le peuple avant tout et ne plus se fier aux partis politiques traditionnels. Si on prend des dispositions qui vont à l'encontre de tes idéaux? Le peuple ne peut pas aller à l'encontre de tes idéaux si tu veux aller au goulag. Non, évidemment. Comment dire? Moi,
je peux apprécier certaines idées de gauche, comme je peux, parce que il faut être aussi réaliste. Il faut voir que il y a des bonnes idées partout. Il y a des idées plus ou moins réalisables et des idées irréalisables et complètement illogiques. Je veux dire, je peux pas adhérer à 100% de ce que veut faire le parti républicain, mais je peux adhérer à certaines idées. Je ne peux pas adhérer à 100% de ce que fait le PS, mais je peux être d'accord sur certains points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me définis pas en tant qu'une personne donnée. Je veux récupérer les bonnes idées là où il y en a. Et tu veux récupérer les bonnes idées ou tu veux redonner le pouvoir au peuple? Parce que le peuple, il peut très bien aller à l'encontre de tes idées. Ah, bonne question. Désolé, je suis un peu distrait par le chat. Je vois Novus, moi. Alors, 50 000 nègres ont désormais la nationalité européenne grâce à Tsipras. Non, puisqu'il n'y a pas 50 000 noirs en Grèce. Si on a 2000 à tout casser. Du coup, déjà, c'est une connerie. Ou les nazis, l'Aube dorée, c'est jamais caché d'être nazi. Elle fait des saluts nazis et tout ça. Bref, nazi supérieur à la pensée grecque. Ok. Alors, si les nazis étaient supérieurs à la pensée grecque, je vais pas rentrer dans ce débat. Je peux apprécier certaines idées de gauche, il y a des bonnes idées partout. L'extrême droite française communiste. Polo, ne te torture pas là. Oui, Novus veut absolument rester dans une case politique. Je le respecte, mais moi je déteste ça parce que c'est plus un moyen de diviser la société que d'unifier. Alors bref, tu peux répéter ta question si ça ne te dérange pas. Tu veux que tes idées arrivent au pouvoir ou que le peuple retrouve son pouvoir? D'une certaine manière, si mes idées arrivent au pouvoir, le peuple va retrouver le pouvoir. Parce qu'en soi, tu dis qu'il y a certaines positions qui sont illogiques, irrationnelles. Mais tu sais bien que le peuple peut se montrer irrationnel parfois. Oui, évidemment. C'est pour ça que le roi aussi est un certain protecteur. C'est-à-dire, il ne va pas commencer à passer les genres. Il va interdire les 128 genres, tu vois. C'est un peu contradictoire, le monarchisme populaire. Non, puisque est-ce que tes parents, est-ce que t'as des enfants? Non. Comment tes parents se sont comportés avec toi? C'est un peu une question. Ils ont instauré un cadre. D'accord. Sophistique, la génération mai 68 des parents ont beaucoup laissé sur le bas-côté les enfants. L'éducation, c'était la non-éducation, justement. C'était laisser faire, l'enfant s'auto-construit, etc. Oui, mais justement, là, ça répond à des questions sociales que tu ne peux pas maîtriser par la démocratie populaire. Oui, non, mais je vois. Moi, d'une certaine manière, le monarque, c'est un peu un père pour le peuple, pour moi, dans ma vision. Comment dire? Il établit les règles de la maison, il récompense et il punit. Et il reste aussi des libertés pour les enfants. D'où le roi qui est garant de la liberté de tous, qui est garant d'une certaine logique nationale, évidemment qu'il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire d'éducation. Par exemple, sur le référendum d'initiative populaire à la Suisse, oui. La possibilité de remettre en cause certaines lois ou de proposer des lois. Oui, mais certaines lois peuvent être... on peut remettre en cause certaines lois, je l'ai dit, mais pas toutes. Évidemment, pas toutes, il faudrait faire un... C'est quoi les lois vraiment intouchables pour toi?
Pour moi, les lois vraiment intouchables, ce seraient les lois économiques, les lois sur la justice, une justice indépendante donc, et les lois, comment dire, les lois qui touchent en fait c'est les lois qui touchent tout le pays. Chacun dans sa. Tu gardes la séparation des pouvoirs. Oui, évidemment. D'accord. Non, c'est juste une question pour savoir. Il avait développé juste avant. Ok, autant pour moi, je suis venu un peu tard. Ah, c'est pas. Constantin va nous rejoindre dans le vocal, tu penses, Lucas, ou pas? Pardon ? Constantin va nous rejoindre dans le vocal, tu penses ou pas? Constantin m'a dit mot pour mot j'arrive. Donc. Non, parce que je l'ai vu dans le chat, mais pas dans le vocal. Oui, je lui ai dit que c'était en vocal, il m'a dit j'arrive. Ok. Donc, d'accord pour l'immigration. L'immigration, c'est à endiguer et à renvoyer dans son. Et du coup, pour engainer, j'avais vu aussi, je m'étais intéressé à la prostitution en Grèce, hein, bien sûr pas pour consommer, mais pour revoir l'analyse et ce qu'a fait la crise sur les femmes notamment. Parce que j'avais vu que les jeunes étudiantes en art notamment étaient beaucoup plus, on va dire, tentées par la prostitution. Donc je voulais savoir, parce que j'ai pas de stats par rapport à ça, mais peut-être que toi t'en as, par rapport aux femmes prostituées. Alors, il faut savoir que les bordels en Grèce sont acceptés, les maisons closes. Ah non, là je parle vraiment de pas les maisons closes du coup. Je sais pas si... Ah, tu veux la prostitution dans la rue? Ah oui, dans la rue. Ouais. Celle-là, en tout cas, elle n'est pas très... Oui, alors on en voit, mais je pense qu'on n'en voit pas autant qu'en France, par exemple. Ouais, d'accord. Et c'est comme dans tous les pays, hein. Faut aller dans certains quartiers. Moi, encore une fois, tu vois, je suis pas allé dans les quartiers. Enfin, si, je suis déjà passé, j'ai déjà vu, mais bon. Le facteur qui fait que les femmes se prostituent plus que d'autres. Par exemple, on pourrait parler je sais pas, des femmes immigrées qui, vu qu'ils trouvent rien, elles se prostituent pour nous. Pourquoi tu parles des femmes immigrées lorsqu'il y a plein d'articles qui parlent d'hommes immigrés qui se prostituent? Non, mais je te demande justement, savoir. Oui. Il y a quand même une forte taux de prostitution en Grèce, je veux dire. Ça monte. Forto, je dirais pas ça comme ça. Mais il y a la prostitution. Il y a, comme dans tous les pays, il y a de la prostitution. Mais là, pour te dire les chiffres, je ne saurais pas s'il y a un fort taux ou un taux normal. Moi, de ce que j'ai observé, je dirais qu'il n'y en a pas plus en France. D'accord. Donc tu te bases sur ton observation moi j'en ai quand même vu pas mal. Les stages, j'en ai pas encore vu, je pense que ça doit être assez énorme. Mais bon, les maisons closes sont acceptées et la prostitution existe parce qu'elle existe partout dans le monde au final. Oui, mais c'est bon, c'est pas tu réponds pas trop à ma question. Mais... Oui, non, mais je suis désolé parce que je ne connais pas en prostitution en Grèce. Bizarrement. Ah non, mais c'est pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais juste revenir sur un petit point. Alors, moi, j'étais allé en Grèce, notamment pour m'enseigner en politique, justement. J'avais demandé à aller voir le siège de l'Aube dorée. Et on va dire que les Grecs sont très sympathiques, très accueillants, très religieux, très traditionnels, très polis, très aimables. Par contre, quand j'ai parlé d'Aube dorée, je me suis fait virer complètement. Alors, viré par qui ? C'était un commerçant en fait. Je lui posais des questions, notamment où acheter un drapeau de l'Aube dorée. Justement. Oui. Mais justement, je n'ai pas compris sa réaction. Il a surréagi, alors que j'avais fait exprès de demander à un commerçant qui avait quand même une tête entre guillemets de skinhead. Apparemment, il ne devait pas être de ce bord-là.
Et j'avais pas demandé à Patras, hein, c'était bien Athènes que j'avais demandé. En banlieue, parce que Patras, voilà, on est dans notre bord. Et je me demandais d'où vient, et Novus a bien relevé à juste titre, d'où vient cette surréaction du fait qu'ils sont nazis. Parce que moi, en tant que Français, en tant qu'étranger, je les croyais nazis Ça va, Paul? Oui, si tu pouvais éviter de te moucher dans le micro. Moi? Oui, évite de te Il moucher te dans le manque de micro. respect là, Lucas, je crois. Ah, je me suis pas mouché dans le micro, ça doit être un... Je sais pas. D'accord. Désolé. C'est une petite intimidation. Quand même, un peu. Alors, Non, oui. je demandais juste, je demandais d'où venait cette surréactivité, cette surréaction, cette exagération vis-à-vis du Parti Obdoré. En tant que Français, en tant qu'étranger, au premier abord, moi je croyais qu'ils étaient nazis parce que ils avaient un symbole stylisé qui reprenait la croix gammée. J'ai su après des recherches que ça n'avait rien à voir avec la croix gammée, que c'était un symbole purement C'est le grec. méandre grec, oui, c'est le méandre complètement grec. Mais quand tu fais un méandre qui a un peu la même géométrie, on va dire, qu'une croix gammée, et en plus la croix gammée, c'est un symbole grec aussi, hein, mais à l'envers. C'est pour ça, si vous allez en Grèce et que vous voyez des croix gammées, c'est normal, c'est juste un symbole funéraire. Juste pour préciser. Mais en fait, c'est surtout, je vais te donner un exemple tout con. Moi, j'habitais devant le club des anciens officiers, sur lequel, à côté duquel il y a une statue, il y a un monument aux morts à Dimia. C'est arrêtez les gars, tout symbole est grec, mais symbole européen universel. Bon bref. Je suis sorti de chez moi, il était 15h. J'ai vu plein de monde. En fait, ils s'étaient rassemblés là pour la commémoration des soldats qui étaient morts, qui avaient été tués par des Turcs. Et ce que j'ai vu, c'est des mecs qui étaient en file indienne, en tenue, en treillis militaire, en t-shirt noir, treillis militaire de ville, de gris-noir, bien rangés, bien ordonnés, tous bien rasés. Ça faisait penser à un fascisme, nazisme, on va dire. Il semble qu'ils se sont jamais vraiment cachés d'être nazis, surtout quand tu sais que un des membres importants a été chez lequel il y a eu une perquisition, on a trouvé des drapeaux nazis. Les méthodes d'action font penser un peu à des chemises brunes. C'est pour ça qu'il y a aussi une certaine connotation nazie. Metaxas n'est pas un nazi, Metaxas est un fasciste. Tout ça. En l'occurrence, tu critiques les méthodes d'action qui font penser aux nazis. Pour le coup, Metaxas avait les mêmes. Hein. Je veux pas vraiment être méchant, mais en fait, le nazisme en matière de prise de pouvoir, c'est exactement le fascisme. D'ailleurs, il en a parlé. Göring et Goebbels en ont parlé tous les deux. Il y a un document très intéressant de Goebbels qui est une lettre qu'il envoie à Reinhard Heydrich en 1932-33 dans ces eaux-là, où en fait il parle du passage en Allemagne d'un haut dignitaire fasciste qui était préfet de Naples à l'époque, et il dit d'aller lui parler et de lui demander le maximum parce que les modalités de la prise de pouvoir du fascisme sont exactement les mêmes du nazisme. Donc voilà, comme d'habitude, les fameux nazis, j'en peux plus, de l'extrême droite communiste française. Sur ça, salutations. Oh mon Dieu. Ouais. Et aux méchants nazis, il me semble. Non, mais c'est pas des méchants nazis. Pendant un certain temps, j'ai soutenu l'Obdoré, hein, je le cache pas, je l'ai déjà dit. Mais après, j'ai un peu compris, en fait, c'est surtout un système familial à la mal fait, très sympathisant, très sympathisant nazi, avec des méthodes d'action. Bon, moi, j'aime pas les immigrés, certes, mais se retrouver à poignarder des gens,
c'est pas vraiment des bonnes En gros, Paul, tu te laisserais te faire souiller par les migrants, mais il n'y aurait pas de riposte de ton côté, c'est ça? Absolument pas. Moi, je suis pour une riposte contre les migrants, mais non, attends, poignarder des gens, poignarder des envahisseurs, Novus, attends, Novus, non, parce qu'ils n'ont pas poignardé des immigrants, ils ont poignardé un grec, un rappeur. Alors, même si on n'est pas du même avis que quelqu'un, on le poignarde pas. Parce que ça, c'est une technique. Obdoré a réfuté que c'était que ça venait d'eux. Hein. C'est un militant qui l'a fait de son côté. Le fait est qu'après, la vengeance a fait que les antifas organisés ont abattu deux membres d'Obdoré. Oui, je sais, devant des C'était un membre isolé, exactement du même fait qu'un mec affilié plus ou moins à Casa Pound en Italie avant les élections a fait une fusillade dans un marché. Casa Pound s'est distancé de ce mec-là parce qu'effectivement, c'était pas un appel à toutes les sections à aller sur les marchés faire des fusillades. Le fait est que forcément, à un moment, on retrouve plus ou moins de mecs qui tombent dans les excès quand tu vas dans les milieux nationalistes. Ça veut pas dire que c'est la méthode d'action privilégiée par les mouvements en question. C'est sûr. Et il y a évidemment des séparatistes. Ah, mais les antifas, ils ont tué plus que 2 mecs. Hein. Ils ont foutu le feu à une banque. Je sais pas si vous connaissez cet épisode, ce fait en Grèce. Ils avaient mis le feu à une banque et à cause de ça, une femme enceinte est morte. Et d'autres personnes aussi sont mortes. Les antifas en Grèce, c'est vraiment le pire des cancers. C'est vraiment. Ces gens, ils brûlent les beaux bâtiments les plus beaux bâtiments d'Athènes. Ils foutent un zbeul pas possible tout le temps. Excusez-moi l'expression. Des antifas? Non, les beaux monuments à Athènes, excuse-moi. Ah oui, malheureusement, il en reste plus beaucoup. Alors déjà, si on brûle les seuls néoclassiques qui nous manquent et qui nous restent, on n'est pas sorti d'affaire. Du coup, oui, évidemment qu'il y aura des gens qui vont agir tout seuls, mais c'était lors d'une bagarre. C'est pas un mec tout seul qui a commencé à poignarder un mec, qui a fomenté ça tout seul dans son coin. Ils étaient en train de se battre contre des gens de gauche. Et il y a quelqu'un qui a sorti un couteau et qui a poignardé le mec. Oui, mais c'est l'apanage d'absolument tous les groupes sociaux, tous les partis politiques, etc. Ou alors les racailles ont des méthodes fascistes, le FN, dont j'ai fait partie, a des méthodes fascistes, LREM a des méthodes fascistes, effectivement, puisqu'un député a fracassé la tête d'un autre élu avec un casque au cours d'une rixe. À partir de là, le spectre politique devient très fascisant dans son ensemble. Oui, mais après, l'Obdoré, comme j'ai pu dire tout à l'heure, on dirait qu'ils ils ont essayé de le cacher, mais il y a beaucoup de choses qui montrent un certain nazisme. Je veux dire, quand on arrive chez le second en chef du parti et qu'on voit des drapeaux nazis, et que le chef faisait partie, avait on a des photos de lui avec un bandeau quand D'accord. On a bien compris qu'il y a une espèce de gêne qui fait que, en tout cas, lorsque l'on est grec, on ressent un petit peu l'Obdoré comme étant des nazis. Alors, peut-être en effet qu'il y a des méthodes du nazisme, comme l'a très bien soulevé Psaume, qui sont repris, des méthodes fascistes. C'est vrai que quand on les voit manifester, c'est vrai quand même qu'ils font pas. Ils dénotent un peu, hein, et ils font pas vraiment ils font pas vraiment très pacifistes, quoi, hein, avec les torches, avec les tatouages, toujours habillés de noir, les flambeaux. Ah oui, j'étais allé à une manifestation d'Obdoré. J'ai vu quand même beaucoup de participants avec des têtes SS sur leur manteau.
Romain de la piste. Ça veut rien dire, mais je veux dire, tu me parles tu me parles, comment dire, tu me parles des cas isolés, mais j'en ai vu beaucoup, quoi. Donc Aube Dorée serait repoussé comme ça par la majorité de la population grecque alors. Il serait vu comme des nazis. Et c'est pour ça qu'ils ne montraient pas tant que ça. En tout cas, ils sortent un certain plafond de verre. Oui, à peu près, oui, je dirais ça comme ça. Mais dans ce cas-là, il leur reste quoi? Parce qu'ils ont toujours voté conservateur. Les conservateurs leur ont vraiment mené la vie dure. Ils ont voté gauche. Gauche, ça s'est très mal passé. Ensuite, ils ont voté extrême gauche de Tsipras. Alors là, ça a été catastrophe. Alors, il y a un point commun avec tous les Grecs, c'est qu'ils parlent pas trop politique, mais quand vous commencez à les emmener sur le bord politique, ils sont tous d'accord pour dire une chose, c'est insulter Tsipras. Mais tous Oui. autant qu'ils sont. Alors, Oui. il leur reste quoi au final? Rien. Rien. C'est exactement ça pour ça que moi je veux revenir un peu à une nouvelle constitution et une monarchie, parce que vraiment en Grèce, à part des micro-partis qui feraient jamais la différence, on se retrouve toujours dans une impasse. Mon grand-père, paix à son âme, avait dit on se retrouve entre le cancer et la gangrène. Entre le PASOK et la Nouvelle Démocratie. Voter l'un, c'est mauvais, et voter l'autre, c'est mauvais aussi. C'est pour ça qu'il faut un changement radical. Il faut arrêter avec les partis. Du coup, te dire pour qui voter, moi, je ne saurais pas pour qui voter. Parce que là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas un parti qui est honnête, qui est patriote et voilà. Et oui, tout le monde déteste Tsipras parce que il a menti, mais il a tellement menti parce qu'il savait très bien qu'il pourrait jamais abolir l'austérité. Il savait très bien qu'il pourrait pas faire les 80% de ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a augmenté tous les impôts. Ah oui, mais on me l'impose. Tu sais très bien comment c'est la politique. Si tu veux te présenter en tant que politicien, tu es censé connaître au moins comment marche la politique d'un pays. Faire des promesses en l'air et dire oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, au final, rien faire. Il faut à chaque fois que la Nouvelle Démocratie voulait faire passer une loi, à chaque fois, ils votaient contre, ils faisaient tout un bordel pour que ça passe pas. Si tu ne vois aucun parti nationaliste, c'est pour ça. Pourquoi pas l'Aube Dorée? C'est même si potentiellement, effectivement, de ce que tu dis, il serait nazi. Pourquoi pas? C'est disqualifiant de nazisme ou Parce qu'ils n'ont pas de problème. Non, c'est pas parce que c'est des nazis, parce qu'ils n'ont aucun problème de programme économique, parce que ils sont beaucoup trop dans l'isolationnisme, ils sont dans le nationalisme extrême, néfaste, je dirais. Nous, on est les meilleurs, nous, on a pas inventé, tout ça, tout ça, tout ça. Grec généralisé, c'est vraiment. Quand on parle de croix gammée, ça viendrait de la Grèce. Ce que je vois, c'est que c'est généralement un phénomène qui est assez grec de s'attribuer absolument tout. On peut pas reprocher ça aux Dorés. Là, sachant qu'on est un peu à l'origine de tout en Europe, on a le droit. Moi je rigole. Oui, mais c'est vraiment. Mais du coup. C'est vraiment l'image caricaturale. Non, mais c'est vraiment l'image caricaturale du grec qui vraiment se sent tellement, pas si important tellement supérieur. Si le parti arrive à remettre le pays en ordre, c'est peut-être pas important que les mecs aient un ego surdimensionné, tu vois. Oui. Je sais pas, je doute vraiment qu'ils pourraient remettre le pays en ordre parce qu'ils sont vraiment très violents et moi je ne crois pas que la violence surdimensionnée ça résout vraiment un problème. Mais pour le coup, là où tu faisais une critique des partis comme quoi personne ne se bougeait vraiment pour le pays, eux par contre, certes c'est violent, par contre eux, ils le font les actions.
Eux, ils se bougent. Bon, certes, il y a peut-être des morts, des échauffourées qui vont peut-être un peu trop loin. Mais en attendant, eux, ils font le taf, tu vois. C'est là où C'est surtout que c'est une culture, latine. Hein. Après, ouais. Je connais pas le Lobe Doré, mais bon, de ce que tu me dis, bon. Non, je vais pas voter Lobe Doré. T'inquiète pas, Lucas. Je sens que tu essaies vraiment de trouver des fausses raisons pour ne pas t'approcher de ce parti. Mais je m'en suis approché et vraiment, j'avais un qui lui était dedans et que final a arrêté parce que c'est un système qui est pourri de l'intérieur. C'est juste un système vraiment pour se faire de l'argent plus que d'être. Ils veulent pas vraiment gouverner. Ils sont là parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent. C'est des gens très intelligents qui savent qu'ils peuvent se faire de l'argent et qu'il n'y avait pas de parti un peu d'extrême droite comme ça qui pour se faire de l'argent. Je sais pas si c'était le plan le plus rentable pour s'enrichir du coup. Ils sont allés en prison pour... Par un complot, précisément. Dis-moi, tu sais qu'ils sont allés en prison, mais pourquoi sont-ils allés en prison? Organisation terroriste, en fait, ils étaient suspectés d'être une organisation terroriste, ils ont été placés en prison et finalement ils ont été relâchés sous la pression. C'est comme si tu étais effectivement, ils mettraient le FN en prison pour action terroriste extrémiste. Je pense qu'on est à peu près dans la même configuration avec Tsipras. Donc, pas que ça soit disqualifiant non plus la prison, même voir si c'est pas un honneur en plus et rendre le parti plus méritant, hein. D'aller jusqu'au bout et même d'aller jusqu'en prison pour ses idées. Moi, je trouve ça beau, justement. Ça rappelle Bobby Sands. Encore une fois, Lobe Doré, c'est vraiment une histoire qui est très contradictoire en elle-même, puisque oui, c'est des gens qui sont vraiment très patriotiques, super, oui, c'est super pour la Grèce, oui, ils sont super patriotiques, oui, ils veulent aider le pays, mais il y a des manières, je veux dire, on peut jamais opter pour la manière trop violente. Parce que ça va juste la violence, c'est une spirale. La violence entraîne la violence. Ça va juste dégénérer. On l'a vu quand l'extrême gauche, quand l'extrême gauche en Grèce a essayé de prendre le pouvoir, c'est parti en guerre civile. Et ça peut très bien repartir en guerre civile en Grèce parce que c'est un caractère c'est un caractère inscrit dans la génétique grecque, je pense, que de partir en guerre civile ou extraordinaire. Le mec a fait son coup de force. Je sais plus c'était à quelle période la dictature. Metaxas n'a pas fait un coup de force. Metaxas est arrivé avec le roi Georges II. Quand le roi il y a eu un référendum pour le retour du roi. Il a été voté à 93% oui, mais il a donné ses conditions. Il a dit j'aurai ce premier ministre et le roi et Metaxas travaillaient main dans la main. Metaxas avait, il sort un côté national fascisant, mais il y avait aussi il était, voilà. Il a fait la chasse aux communistes comme de la tous violence, à cette période dans le monde entier, parce que Bonsoir. Est-ce qu'on peut être vraiment autoritaire contre... Salut, Fachinazo. Je pense que c'est toi qui en es arrivé, non? Okay. Est-ce que ça peut être de la violence quand... Est-ce que c'est de la violence quand c'est contre des gens qui ne sont pas des êtres humains? C'est qu'un côté extrêmement paradoxal de faire des critiques à Ogdo qui pourraient être faits à toi, en fait. Je trouve ça extrêmement paradoxal comme attitude. Pour moi, je vais te dire quelque chose. Lobe Doré, Parti communiste grec, c'est vraiment des partis qui appartiennent au passé, parce que voilà, ils ont eu des méthodes vraiment du passé, de réactionnaires.
Mais Quel est le dans le bon mauvais sens de sens. réactionnaire? Vraiment dans le mauvais sens. L'aube dorée, elle s'est fait. Réac. C'est quelqu'un qui va un peu pas comment dire pas il va La monarchie en Grèce. oui bah, voilà déjà par exemple Seulement un réactionnaire, c'est un conservateur qui n'est pas violent. Putain, je cherche mes mots, je suis désolé. Voilà, mais eux ils sont violents. Je pense que Eux, ils sont conservateurs et très violents. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle quelque part. Oui, mais encore une fois, ils n'ont aucune. Ils sont aussi inutiles que Tsipras, parce que c'est pas un parti qui se veut vraiment. Moi, je pense que le se veut vraiment politique. Je pense que c'est un parti qui se veut surtout alarmant. C'est un parti qui a besoin. C'est une voix qui est utile au Parlement. Il faut qu'elle soit là, parce que d'une certaine manière, elle dénonce des grands problèmes dans la société. Mais ce n'est pas un parti qui peut gouverner, parce qu'ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas de programme, ils disent juste ouais, l'austérité. Ils n'ont pas, à part expulser les immigrés. Moi, je te trouve un peu médisant. Il me semble qu'ils avaient un programme économique, certes, on peut critiquer comme tout programme économique, je pense, surtout celui de tous les gouvernements qui se sont succédés et qui consistait simplement à suivre les directives de Bruxelles. Pour le coup, le fait de réindustrialiser la Grèce, de redonner du pouvoir à la paysannerie, etc., de renationaliser certaines industries, etc., je trouve personnellement que c'est équivalent et que ça se vaut autant que de suivre les mesures d'austérité ou simplement de les critiquer comme l'a fait Tsipras, pour le coup. Après, moi, je suis pas ici pour parler de l'aube dorée. Hein. Je me suis jamais dit que je suis un parce que le débat a tourné sur ça. Je suis pas un expert sur l'aube dorée. Moi, j'ai donné mon avis. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas celui qui est le plus vrai, mais pour moi, qui ai côtoyé des manifestations de l'aube dorée, qui suis allé à leurs locaux, qui suis allé à leur conférence, je pense que c'est un parti qui est important parce qu'il pointe des problèmes que l'on doit écouter. Mais c'est pas un parti qui peut gouverner parce que c'est un parti qui se base seulement sur un seul problème et qui tourne vraiment que autour des migrants. D'accord. Alors, à titre personnel, j'ai pris note des remarques qui étaient adressées à l'Aube dorée. Pour le coup, ça nous fait penser, nous, en France, aux reproches faites au Front National. Juste, donc, pour en terminer là-dessus, parce que, bon, l'Aube dorée, on en a assez parlé, est-ce qu'il y aurait des politiciens à suivre, des politiciens clés à suivre, par exemple en France, ça pourrait être, je sais pas moi, Nicolas Dupont-Aignan ou ce genre de personnages clés qui, en tout cas, ont l'air plus sincères que la moyenne. Parce que tu disais qu'il n'y avait pas d'homme politique grec honnête. Bon, on est en politique, alors forcément, ça va être rare. Est-ce qu'il y en aurait quand même qui sortent du lot? Est-ce que tu nous en recommanderais de suivre certains? Oui, alors, il y a le de la Nouvelle Démocratie. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ça a coupé, ouais. Ah, désolé. Le vice-président de la Nouvelle Ça, la Nouvelle Démocratie, c'est de quel côté, ça? de droite. Assez conservatrice. C'est Adonis Georgiadis. Pour avoir parlé avec lui, pour l'avoir... c'est un personnage politique, pour moi, qui est très... c'est vraiment... Il est historien à la base, il écrit des livres, toute l'histoire de Grèce. Il démonte, en débat, il démonte vraiment... pour n'en pas... C'est un excellent orateur et qui dit des grandes vérités. Et pour moi, c'est un des seuls politiciens vraiment qui dit la vérité.
qui dit la vérité qui ne plaît pas aux gens. Et c'est oui, c'est un bon politicien. Après, il y a le nom là, un ex-président du Parlement qui lui aussi était à la Nouvelle Démocratie, mais qui l'a quitté pour des raisons parce qu'il pensait qu'ils étaient plus un beau parti. C'est Polydora, ça pour je l'écris dans le chat. Pour moi, franchement, c'est les deux qui sont vraiment honnêtes et qui sont des bons politiciens en ce moment en Grèce. D'accord. D'accord. Alors, j'ai cherché, oui, en effet, c'est assez intéressant. Donc toi, tu penses que aux prochaines élections, qui sont dans pas longtemps d'ailleurs, 2019, il me semble, hein, de tête. Oui, l'année prochaine, oui. C'est l'année prochaine. Est-ce que tu penses que ça va être victoire du Parti conservateur Ah oui, de loin, ça va vraiment être la victoire du Parti conservateur. Il ne va pas y avoir d'homme qui va se dégager particulièrement. Il ne va pas y avoir d'homme providentiel qui va se dégager particulièrement. Ça veut dire en France, par exemple, sous Hollande, on a eu quand même Emmanuel Macron qui, même s'il n'était pas intéressant, quand même, on a vu qu'il commençait à se dégager. Avant, on a cru que c'était Valls, mais il y a quand même des hommes, entre guillemets, je mets providentiel ce coup-ci, attention, hein, qui a commencé à se dégager, qui étaient quand même à surveiller. Est-ce que là, tu penses que après la victoire du Parti conservateur, il va y avoir des personnages clés qui vont pas surveiller parce que ils vont jouer un grand rôle comme a pu faire Tsipras, soit en bien ou en mal, attention. non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas, puisqu'il faudrait créer un parti, puisque c'est pas, on vote pas pour une personne, on vote pour un parti déjà. Si on vote pour le représentant du parti, mais je pense pas, parce que vraiment la Nouvelle Démocratie est vraiment en avance dans les sondages. Et puis la Grèce et les Grecs ont l'habitude de faire ça, de voter pour un parti et les élections d'après revoter pour le parti d'avant. D'accord, donc tu penses que ça va être rebelote continuellement? Oui, jusqu'à ce qu'un nouveau parti qui a vraiment une idée nouvelle s'impose. D'où l'envie de faire une nouvelle constitution et revenir à un système monarchique. D'accord. Est-ce qu'en Grèce, il y a des jeux d'alliance comme on pourrait voir en Allemagne? Oui. D'accord. Donc est-ce que ça serait possible, alliance Nouvelle Démocratie, bon peut-être pas comment ça s'appelle la Ordon, non je sais plus. C'est autre chose. Ça. Là Le parti que tu n'aimais pas pour les méthodes un peu trop violentes. Il y a l'Aube dorée. Non, ils ne s'allieront jamais à l'Aube dorée. Alors, en Grèce, il y a vraiment les partis, on va dire, importants. Il y a Koukoué, du coup, Parti communiste grec. Après, il y a Syriza. Après, il y a le PASOK. Après, il y a le Nouvelle Démocratie. Les Grecs indépendants. D'accord. Et après, il y a l'Aube dorée. Les Grecs indépendants, je pense pas que la Nouvelle Démocratie va s'allier avec les Grecs indépendants parce que ces derniers se sont alliés avec Syriza. Du coup, même si on voudrait prédire qu'est-ce qui va se passer, je pense qu'on peut dire en général, mais c'est vraiment tellement un bordel qu'on ne peut pas vraiment être sûr. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoute, non. Pas pour moi, en tout cas.
D'accord. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, ça va être la fin de cette conférence. Alors, je remercie Paolo de nous avoir présenté son projet de constitution grecque et d'avoir répondu à nos questions sur la Grèce. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à vous les mecs. Plaisir. Et n'hésitez pas également à nous faire remonter les sujets de conférences qui vous intéresseraient ou qui vous voudriez voir invités. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons envoyé plusieurs mails, mais on ne sait pas exactement ce qui va vous plaire. Non, mais moi, je veux juste les votes, en fait. Absolument, va intervenir. Quel prétentieux. Ouais, finalement, Non, Constantin nous a jamais... Un grec dans un débat, c'est déjà bien. Ah, c'était un duo normalement. Je te tacle. On va se calmer. Hein.